y a des questions auxquelles on ne veut pas trouver de réponse. Des questions qu'on refoule pendant des mois. Qu'on enterre sous le travail, le chabitude, le bruit ordinaire d'une vie qui continue malgré tout. On les range dans un coin de la tête, comme on range une lettre qu'on n'a pas le courage d'ouvrir. On sait qu'elle est là. On sait ce qu'elle contient peut-être. Mais tant qu'on ne l'ouvre pas, tant qu'on ne pose pas la question à voix haute, on peut continuer à faire semblant que tout va bien. J'ai fait semblant pendant 18 mois. 18 mois à appeler le téléphone de ma sœur qui sonnait dans le vide. 18 mois à regarder la photo sur la cheminée du salon, elle sourit dessus, Camille. Ces gènes de sourire qu'un frère croit connaître par cœur, aussi familier que sa propre voix, et qui un jour, lui devient mystère, qui lui devient question, qui lui devient douleur. 18 mois à répondre aux gens. Rien encore, l'enquête continue, on garde espoir. Et à rentrer chez moi le soir, m'asseoir dans mon fauteuil, regarder le plafond et me demander, juste me demander, pourquoi mon père avait arrêté de chercher avant même que j'ai commencé. Tout le monde nous disait qu'elle était partie de son plein gré. Qu'elle reviendrait, mon père, lui, ne disait rien, il regardait par la fenêtre, buvait fait debout, et chaque fois que je prononçais le prénom de Camille, quelque chose dans son visage se fermait. Pas de la douleur. Quelque chose de plus contrôlé. Comme on tire un volet sur une pièce dont on ne veut plus entendre parler, j'aurais dû comprendre. À ce moment-là. Mais la vérité, la vraie vérité, je ne l'ai découverte que le jour où mon père a eu son infarctus. Ce jour-là, dans la confusion de l'urgence, j'ai ouvert son coffre-fort pour la première fois de ma vie, et ce que j'y ai trouvé a changé ma vie pour toujours. Et je n'aurais jamais pu l'imaginer, même dans mes pires cauchemars. Avant de vous raconter ce moment précis où ma main a touché un objet froid dans l'obscurité d'un coffre de métal, je dois vous parler de nous. De la famille que nous étions. De l'homme que mon père semblait être. Et des deux femmes que j'ai passé toute ma vie à vouloir protéger sans jamais comprendre de quoi, arrêtez avec moi. Ce que je vais vous raconter ce soir, vous ne l'oublierez pas, je m'appelle Julien. J'ai 54 ans, je suis né à Clermont-Ferrand, dans une maison de pierre grise qui sentait le bois ciré le lundi matin et la tarte aux prunes le dimanche après-midi. La maison était grande pour une famille de 5, parce que nous avions été 5, un temps, mon père, ma mère, mes 2 sœurs et moi. Puis nous avons été 4. Puis, beaucoup plus tard, il s'avérait que nous n'avions jamais vraiment testé le concept. Mon père s'appelait Bernard. Bernard Moreau. Notaire depuis 38 ans, installé dans son étude du centre-ville comme on s'installe dans un fauteuil de cuir. Avec l'assurance de celui qui sait que personne ne lui demandera de se lever. Il était grand, maigre, avec des mains longues et précises. Il portait toujours des costumés sombres, une montre en or que mon grand-père lui avait offerte, et il avait cette façon de vous regarder, par-dessus ses lunettes, qui vous donnait l'impression d'être en train de signer un document dont vous n'aviez pas lu toutes les clauses. À l'époque, cela nous rendait fiers. Un père notaire, à Clermont, dans les années 180, c'était quelqu'un. Les gens dans la rue lui serraient la main avec ce respect discret qu'on réserve aux médecins et aux curés. Et nous, ses enfants, nous marchions dans son sillage avec cette fierté particulière et un peu naïve des enfants qui confondent l'autorité de leur père avec sa valeur morale. Nous étions 3 enfants. Moi l'aîné, Julien, né en 1970, puis Camille en 1973, celle qu'on appelait la lumière de la maison. Elle avait ce don rare de rendre les jeunes à l'aise, elle riait facilement, elle pardonnait facilement. Et elle aimait avec une générosité qui aujourd'hui encore me serre la gorge quand j'y pense. Et puis Isabelle, née en 1976, la Benjamine. Là où Camille s'ouvrait, Isabelle se fermait. Là où Camille parlait, Isabelle observait. Elle avait des grands yeux sombres qui ne rataient rien, une mémoire photographique des détails que les autres laissaient passer. Isabelle stockait, Isabelle enregistrait. Et Isabelle, je le comprends aujourd'hui, avait depuis longtemps compris des choses que moi, l'aîné rationnel, je refusais de voir. Notre mère s'appelait Françoise. Elle était institutrice. Elle sentait le savon de Marseille et le papier d'écolier, elle chantonnait en faisant la vaisselle, et elle avait cette façon de vous dire les choses difficiles en vous tenant la main, pour que vous sentiez qu'on pouvait traverser n'importe quoi si on était 2. Notre mère est morte quand j'avais 23 ans. Cancer du sein, diagnostiqué en mars, enterré en septembre. 7 mois entre le verdict et la fin, pendant lesquels mon père a continué à aller à son étude chaque matin. La vie continuait, disait-il. Ce deuil fondateur a soudé les 3 enfants que nous étions. Camille avait 19 ans. Isabelle, 16. Je les regardais pleurer et je pensais je dois les protéger. Me suis installé à Lyon après mes études d'ingénierie. 20 ans dans une société de construction. Des ponts, des tunnels,
Des fondations. Le genre de travail qui vous apprend que les parties invisibles d'une structure en disent plus long sur sa solidité que sa façade. Leçon que j'aurais dû appliquer plus tôt à ma propre famille. Me suis marié à 32 ans avec Hélène. Professeur de littérature, femme de bon sens et de franchise. 2 enfants, Théo et Lucie. Ma vie ressemblait à ce que la plupart des gens appellent une vie réussie. Le dimanche matin, j'allume la cafetière avant même d'ouvrir les yeux. Je lis le journal. Ma femme coupe des fruits. C'était ma vie, ordonnée, construite, tendre. Camille s'était mariée à 27 ans avec Thomas Verdier, électricien devenu chef d'entreprise. Mon père n'avait pas caché sa déception, elle méritait mieux, avait-il dit un soir. Mais Thomas, avec le temps, nous avait prouvé sa valeur. Il aimait Camille d'une façon quotidienne et concrète. Il lui apportait du thé quand elle travaillait tard, il réparait les choses sans qu'on le lui demande. Il écoutait vraiment quand elle parlait. Isabelle était restée à Clermont, comptable dans un cabinet du centre. Elle voyait notre père régulièrement. Et elle avait cette habitude de se taire quand le nom de notre père surgissait dans une conversation. Un silence d'une fraction de seconde, à peine perceptible. Un infime retrait. Je l'avais remarqué. Je n'avais pas voulu voir ce que ça signifiait. Dans les 2 ans qui ont précédé la disparition de Camille, il y avait eu des signes, des annulations de dîner. Une fois, Thomas m'avait dit que Camille était chez mon père depuis la veille, avec cette légèreté forcée de sang qui veulent ne pas paraître inquiets. À Noël, Camille avait posé une question anodine sur l'héritage de notre mère. Mon père avait posé son verre, lentement. Ce n'est pas le moment de parler de ça, avait-il dit. Camille avait regardé son assiette. Isabelle avait regardé la fenêtre. Et moi j'avais changé de sujet, parce que c'est ce qu'on fait dans les familles où quelqu'un contrôle silence. 3 mois avant sa disparition, novembre froid et gris, Camille m'a dit une échose au téléphone. « Julien, a-t-elle dit, si jamais il m'arrivait quelque chose. Tu saurais où chercher, toi Géry. » Je lui ai dit de ne pas dire des sottises, « Je ne dis pas des sottises » a-t-elle répondu. Et sa voix, alors ne riait pas du tout, elle n'a pas vu Noël cette année-là. Camille a disparu un mardi matin de janvier, c'est Thomas qui m'a appelé. Il était 19h. Sa voix était blanche, comme vidée de toute substance. Elle est partie ce matin au travail, elle n'est pas rentrée. Sa voiture est dans le parking. Son téléphone ne répond plus. Julien, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ma voiture. J'ai roulé les 160 km entre Lyon et Vichy en 1h40. J'ai trouvé Thomas assis à la table de la cuisine, les mains autour une tasse de café froid, le chien couché à ses pieds comme s'il savait, lui, que quelque chose de grave venait d'arriver. La gendarmerie a ouvert une procédure de disparition inquiétante. Les jours qui ont suivi ont été ce genre de jours qu'on ne sait pas comment traverser. Mon père s'est présenté au commissariat dans son costume gris, sans avocat, ce qui m'avait frappé, parce qu'un notaire sait que personne ne devrait répondre à des questions sans conseil. Il a répondu à toutes les questions avec une précision froide et méthodique. Je ne l'ai pas vu depuis samedi dernier. Nous avons déjeuné ensemble, elle semblait bien semblait. Pas était, semblait. Ce mot m'a arrêté une fraction de seconde. Puis je l'ai laissé passer. On laisse passer beaucoup de choses quand on ne veut pas voir. Isabelle n'avait presque rien dit pendant son audition. La posture fermée, les mains croisées sur les genoux. J'avais attribué son silence à la douleur. J'avais tort. C'était de la peur. Une peur précise, nommée, dirigée, les semaines ont passé, puis les mois. L'enquête piétinait, aucune transaction bancaire, aucune image de caméra. Camille s'était évaporée dans l'hiver d'Auvergne comme si elle n'avait jamais existé. Thomas s'est effondré lentement, le genre d'effondrement silencieux qui ressemble d'abord au courage. Ses yeux avaient changé. Ils avaient ce regard des gens qui attendent quelque chose qu'ils sentent ne jamais devoir revenir. Elle n'est pas partie de son plein gré, me disait-il. Julien, Camille n'aurait jamais fait ça, est mon père avait repris ses activités. Son étude, ses dossiers, ses déjeuners avec ses confrères. Un soir de printemps, je lui ai parlé d'une avocate qui proposait de relancer les dossiers. Sa réaction a été immédiate. Une impatience nette, presque de la colère. Julien. Il faut accepter l'idée que Camille a fait un choix. Les adultes ont le droit d'y partir. On ne peut pas retenir les gens de force. Pourquoi un homme qui a passé sa vie à défendre les droits des gens? Pourquoi ne voulait-il pas qu'on cherche sa propre fille? Mon père a fait son infarctus un jeudi après-midi d'août. Je suis arrivé aux urgences à 20h. Les médecins avaient besoin de ces documents. Dans le coffre du bureau, avait-il murmuré depuis son masque à oxygène. Tu sais comment l'ouvrir? Je suis entré dans l'étude. Ces rayonnages de livres de droit, ce bureau en chêne massif, l'odeur du tabac froid et du papier qui vieillissait. La lampe verte, j'ai tapé le code. La porte de métal s'est ouverte, j'ai trouvé la carte vitale. Le passeport.
Une liasse de billets. J'allais refermer quand ma main, dans l'obscurité du fond du coffre, a rencontré quelque chose. Petit. Rond. Métallique froid, une alliance, je l'ai tenue souvent à lampe. J'ai regardé l'intérieur. C'était 12 juin 2003, Camille. Thomas. Le jour de leur mariage, je pensais avoir mal lu. Je pensais que mes mains tremblaient parce que j'avais peur pour mon père. Je pensais à tout sauf à ce que ces lettres signifiaient réellement, mais au fond de moi. Dans cet endroit du corps où on sait les choses avant de les comprendre, quelque chose venait de se rompre. Camille ne retirait jamais son alliance. En 17 ans de mariage, pas une seule fois, l'alliance de ma sœur se trouvait dans le coffre-fort de mon père. Je n'ai rien dit ce soir-là, j'ai remis l'alliance dans le coffre, exactement à l'endroit où je l'avais trouvée. J'ai refermé la porte de métal avec le même soin qu'on met à ne pas réveiller quelqu'un qu'on ne veut pas affronter. Et je suis retourné aux urgences comme si rien ne s'était passé. J'ai passé la nuit dans ce couloir. Le dos droit, les bras croisés, comme mon père m'avait appris à me tenir dans les situations difficiles. Les hommes restent droits, disait-il. Ce soir-là, je comprenais cette règle pour la première fois comme ce qu'elle était vraiment. Non pas une leçon de dignité, mais une injonction au silence. Mon père a survivé. Bien sûr qu'il a survivé. Dans les jours qui ont suivi, je me suis comporté comme un fils attentif. Je préparais les repas, gérais l'étude. Et pendant tout ce temps, une seule question dans ma tête, lente, obstinée, silencieuse comme l'eau qui creuse la pierre. Pourquoi l'alliance de Camille était-elle dans le coffre de notre père? Il y avait plusieurs possibilités. Je me les suis répétées comme un inventaire, peut-être une réparation, peu vraisemblable. Camille avait un bijoutier à Vichy, peut-être un dépôt volontaire. Mais pourquoi lui, et pas toi? Et pourquoi dans le coffre caché? Peut-être qu'il la lui avait prise. Cette pensée-là, je l'ai laissée entrer, ce soir-là, dans ma cuisine, après que tout le monde dormait, mais Isabelle. Isabelle, je l'ai appelée, un samedi matin, 3 semaines après l'infarctus. Je lui ai posé la question sans préambule. Isabelle, est-ce que tu sais quelque chose sur la disparition de Camille? Quelque chose que tu ne m'as pas dit. Le silence, au bout de la table, a duré trop longtemps pour être innocent. Puis elle a pleuré, de façon théâtrale. Ses pleurs ressemblaient à du soulagement. Aux sanglots de quelqu'un qui a retenu quelque chose tellement longtemps que le corps décide tout seul que c'est l'heure. Je ne pouvais pas parler. A-t-elle dit. Il m'avait dit de ne pas parler. Que si je parlais, ça ferait plus de mal que de bien. Ce qu'elle m'a raconté ensuite. Camille avait découvert en aidant notre père à classer des documents, qu'un bien immobilier de notre mère, la maison de campagne à Thiers, avait été vendu à une société dont notre père était, de façon indirecte et bien dissimulée, le bénéficiaire réel. Elle avait cherché. Elle avait trouvé d'autres documents. 22 ans de gestion de patrimoine dans lesquels des biens appartenant à notre mère avaient été sous-évalués, cédés, transférés. Avec la patience et la précision d'un homme qui notait la loi mieux que personne. Notre père nous avait volés. Camille, Isabelle et moi. Pendant 22 ans, avec nos propres actes notariaux, Camille avait confronté notre père. Il lui avait dit que si elle parlait, il utiliserait ses relations pour détruire Thomas. Juridiquement, professionnellement, complètement. Et puis il avait dit quelque chose d'autre. Isabelle me l'a dit très doucement. Il lui a dit qu'il était son père. Et qu'un père, c'est toujours ce qui est pour ses enfants. Vous êtes-vous jamais demandé jusqu'où un être humain peut aller quand on lui confisque non seulement sa liberté, mais la liberté des gens qu'il aime? J'ai trouvé la réponse. Camille était partie volontairement, réfugiée dans le Lot, chez une amie de jeunesse que personne ne connaissait. Et avant de partir, elle avait laissé son alliance dans le coffre de notre père. Délibérément. Comme un message adressé à la seule personne qui aurait les clés. C'est là qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Et il ne le savait pas encore, mon père, dans son orgueil, avait gardé l'alliance. Il n'avait pas prévu que sa propre fille, le connaissait plus mal qu'elle ne me connaissait moi. Restez avec moi. Ce qui s'est passé ensuite, je vous promets, vous ne l'oublierez pas. Le lendemain de ma conversation avec Isabelle, j'ai pris rendez-vous avec une avocate, Maître Sophie Arnaud, ancienne substitut du procureur, reconvertie dans la défense pénale. Une femme de 50 ans, les cheveux courts gris, des lunettes rondes en écaille, et ce regard particulier des gens qui ont passé 20 ans à écouter les mensonges et à en démêler les fils. J'ai lui ai tout apporté dans un dossier cartonné. L'alliance. Le témoignage écrit d'Isabelle, 6 pages denses, relu et signé. Les copies des documents que Camille avait photographiés avant de partir. Et un acte que j'avais trouvé moi-même dans les archives de l'étude, un acte signé par Camille, daté du 15 décembre, 3 semaines avant sa disparition, par lequel elle renonnait à sa part d'héritage sur la maison de Thiers.
La date de cet acte, le 15 décembre, était un dimanche. Mon père avait déclaré à la police être resté chez lui ce dimanche-là, seul, en raison d'une migraine. Un notaire ne peut pas instrumenter un acte authentique un dimanche dans son étude fermée. C'est un faux. Maître Arnaud a regardé le document pendant 30 secondes. Puis elle m'a regardé. Monsieur Moreau, a-t-elle dit, je crois que vous avez ce qu'il nous faut, une nouvelle procédure a été ouverte. Faux en écriture authentique, confiance. Intimidation dans le cadre familial. En 3 semaines, les enquêteurs avaient reconstitué 22 ans de détournement méthodique. Des biens sous-évalués, des comptes au nom des sociétés écrans, des transferts vers des structures basées hors de France. La somme totale détournée s'élevait à un peu moins de 800 000 €. Et au bout de 6 semaines, 20 mois après sa disparition, ils ont trouvé Camille. Elle vivait à Cahors, dans le Lot, dans la maison d'une amie d'université que personne dans notre famille n'avait jamais rencontrée. Elle s'était fait employer dans une librairie sous son prénom seul. Et elle attendait. Elle attendait que le coffre soit ouvert. Le soir où je suis arrivé à Cahors, il faisait encore chaud pour un soir de septembre, les rues sentaient la lavande et les pierres chaudes. L'appartement de son ami était au 1er étage, avec une porte verte et un vieux heurtoir en bronze. J'ai sonné, il y a eu un silence. Puis des pas. Puis la porte s'est ouverte. Camille, 20 mois. 20 mois de photos, de téléphone qui sonnent dans le vide, de nuit ça regardait le plafond. Et elle était là, devant moi, les cheveux un peu plus longs, les yeux fatigués de quelqu'un qui a porté quelque chose de trop lourd, seul, trop longtemps. Nous nous sommes regardés pendant un long moment sans rien dire, et puis elle a dit, d'une voix très douce, très ferme. J'ai toujours su que ce serait toi, Julie. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai fait un pas en avant et je l'ai prise dans mes bras. Comme quand elle avait 19 ans et que notre mère venait de mourir, et j'ai senti ses épaules trembler sous mes mains. Thomas est arrivé le lendemain. Quand il a vu Camille sur le pas de la porte, il s'est arrêté, l'a regardé, n'a rien dit. Il a sorti de sa poche l'alliance que je lui avais rendue quelques jours plus tôt. Et il la lui a tendue, elle l'a glissée à son doigt. Et ça, ce geste si simple, si ordinaire, c'est la chose devant laquelle j'ai failli craquer. Le procès a eu lieu au printemps suivant. 5 jours d'audience à Clermont-Ferrand. Mon père est entré dans la salle dans son costume gris. Le même, toujours le même. La montre en or. La posture du notable. Son avocat, un pénaliste parisien, avait plaidé la complexité des opérations, l'absence d'intention délictuelle. Il avait été éloquent. Convaincant pour qui voulait être convaincu, la salle était pleine. Des confrères notaires d'anciens clients, des voisins qui avaient prononcé son nom avec révérence pendant des décennies. Ils étaient tous là pour voir si Bernard Moreau, notaire honorable, était bien l'homme qu'ils avaient cru connaître. Camille était assise à côté de Thomas, qui tenait sa main sans la lâcher. Isabelle était de l'autre côté. Mes 2 sœurs côte à côte, après tout ce qui s'était passé, quand le président a prononcé le mot coupable, quelqu'un dans la salle a expiré, selon souffle collectif des salles d'audience quand la justice arrive enfin. Moi, j'ai regardé mes 2 sœurs. Camille pleurait, doucement, ses sanglots qui ne font pas de bruit. Isabelle ne pleurait pas. Elle regardait droit devant elle, et ses épaules se sont abaissées d'1 centimètre. Ce relâchement imperceptible d'un corps qui portait quelque chose depuis des années, et qui peut enfin poser le poids à terre. Dans ce relâchement silencieux, j'ai vu tout ce que le secret lui avait coûté. Tout ce qu'elle avait tenu seule, sans que je le voie. Mon père a été condamné. 30 mois avec sursis partiel. Perte définitive de sa charge de notaire. Obligation de remboursement intégral sur 10 ans. Quand il a croisé mon regard, il n'a pas parlé. Il n'a pas cherché les yeux de Camille. Il a baissé la tête et il est passé. C'est tout, et c'est exactement à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que je n'oublierai plus. La vraie dignité, ce n'est pas l'autorité qu'on exerce, ni la réputation qu'on entretient. La vraie dignité, c'est ce qui reste quand on enlève tout ça. Et pour cet homme-là, il ne restait rien. Tout cela s'est passé il y a 3 ans. 3 ans, c'est assez long pour que la blessure cicatrise, pas disparaisse, cicatrise. Ce n'est pas la même chose. Une cicatrice, ça reste. Ça se voit parfois quand la lumière tombe d'un certain côté. Mais ça ne saigne plus. Camille et Thomas vivent aujourd'hui à Grenoble. Ils ont déménagé après le procès, pas en fuyant, mais en choisissant. Besoin d'air nouveau, de rues qui ne portent pas de mémoire. Thomas a voulu un jardin. Il m'a dit qu'il avait besoin de mettre les mains dans la terre. De voir quelque chose grandir lentement, sans qu'on vienne y mettre des bâtons dans les roues. Je l'ai compris, ils viennent pour les fêtes, parfois pour un week-end ordinaire. Et quand Camille entre dans ma cuisine le dimanche matin, quand j'entends ses pas sur le parquet et quelle odeur du café se mêle au bruit de sa voix,
Je dois faire un effort pour ne pas montrer à quel point cette chose si simple m'a manqué. Isabelle va mieux. C'est la chose qui me touche le plus. Parce qu'Isabelle était celle dont je me préoccupais le moins. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Quelle arrogance tranquille dans ce jugement-là, elle a commencé une thérapie. Elle parle davantage. Elle rit davantage. Elle m'appelle le dimanche. Parfois pour rien, juste pour parler du temps qu'il fait et d'un livre qu'elle a lu. Ces appels du dimanche sont devenus quelque chose d'important pour moi. Quelque chose que j'aurais dû aller chercher bien avant. Mon père vit dans un appartement de 2 pièces à Vichy. Il a 79 ans. Il rembourse les sommes dues par mensualité. Il ne travaille plus. Il ne reçoit plus personne. Je ne le vois plus. Je veux être précis là-dessus. Je ne suis pas en colère contre lui. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas continuer à fréquenter sans se trahir soi-même. On peut pardonner quelqu'un sans avoir besoin de l'avoir dans sa vie. On peut désirer que quelqu'un soit en paix sans en être l'instrument, mais pas de la rancœur. C'est de la clarté ce qui me reste de toute cette histoire, ce n'est pas la colère. Ce qui me reste, c'est une forme de vigilance. Une attention renouvelée au silence des gens qu'on aime, à ces petits retraits, ces regards qui fuient, les silences ont toujours une voix. Pour qui a le courage de les écouter, Camille m'avait laissé un signe. Elle avait compté sur moi. Et moi, malgré mes angles morts, malgré les mois perdus, je n'avais finalement pas sa faillie. C'est la chose qui me permet de dormir la nuit. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire, à vous qui m'avez accordé cette soirée. Peut-être que vous traversez vous-même quelque chose de similaire. Une absence inexplique. Un proche dont le comportement a changé sans que vous compreniez pourquoi. Et cette petite voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas. Écoutez, cette voix passe dans la précipitation. Pas dans la colère. Mais avec la patience tranquille de quelqu'un qui sait que la vérité n'est jamais pressée. Parce qu'elle n'a pas besoin de l'être. Parce qu'elle est là, quelque part, dans un coffre de métal froid, à attendre que quelqu'un ait le courage de poser la main dessus. Et si quelqu'un, aussi proche qu'il soit, vous dit d'arrêter de chercher, de laisser tomber, demandez-vous pourquoi cette personne-là a tant besoin que vous vous arrêtiez. La réponse se trouve souvent là. Le destin a une longue mémoire. Les mensonges, eux, ont des jambes courtes. Et la vérité, même quand on l'enterre dans un coffre de métal, trouve toujours quelqu'un qui a les clés. 3 ans après avoir ouvert ce coffre, je suis assis dans ma cuisine le dimanche matin. La cafetière italienne chante sur le gaz. Dans quelques heures, Camille et Thomas arriveront. Isabelle a appelé hier pour dire qu'elle passerait aussi. Qu'elle avait fait une tarte aux prunes, je ne lui ai pas dit que ça m'avait fait quelque chose. Elle n'a pas besoin de les avoir. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. C'est ça aussi, que j'ai appris. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Pas pour moi, pour quelqu'un qui ce soir en a peut-être besoin. Et si vous avez vous-même une histoire à raconter, laissez un commentaire. Je les lis tous. Vraiment tous, merci de m'avoir accordé votre soirée.